Bonjour à vous tous et bienvenue. Pour fêter mes 500 abonnés, j'ai décidé de refaire la vidéo de Crépy-en-Valois en une seule partie, sans coupure et avec des améliorations. J'espère que cette vidéo, plus longue que d'habitude, trouvera grâce à vos yeux et qu'elle vous fera voyager avec plaisir dans l'histoire et les rues de Crépy-en-Valois. N'hésitez pas, à la fin, à vous abonner, mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu. Avant toute chose, je tiens à remercier M. Cassier-Lionel, mon beau-père, pour le prêt de sa collection de cartes postales, Mme Marion Roux-Durand et M. Tomasini pour leur aide inestimable et M. Pichelin pour son accueil. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont ouvert leurs portes pour capturer les inestimables trésors qu'elles recèlent. Et c'est vraiment du fond du cœur que j'adresse un énorme merci à toutes ces personnes. Donc, partons ensemble, si vous le voulez bien, à la découverte du chef-lieu de canton, Crépy-en-Valois. Crépy-en-Valois, capitale du Valois, est une petite ville d'environ 15 000 Crépinoises et Crépinois et se situe sur la D 1324 entre Villers-Cotterêts à l'est, Senlis à l'ouest et sur la D 332 entre Compiègne au nord et Meaux au sud. La ville se trouve à 60 km de Paris. Crépy-en-Valois a eu jadis les noms suivants: Crispeium in Valesia au IXe siècle, Crispiacus, Crispiacum en 1223, Crispinacum, Crispeiacum, Crispeium en 1504, Crispeium sylvanectum, puis Crespi, Crépy, Crépy, Crespey et enfin Crépy-en-Valois. Crépy comptait plusieurs hameaux qui ont été rattachés par la suite à la ville. Il y avait Bouillant, Gérême, Azemont et Mermont. Pour commencer, je vais vous conter l'histoire de Crépy-en-Valois en me basant sur le livre de M. Jean-Marie Tomasini, Crépy-en-Valois, 1000 ans d'histoire. Je tiens d'ailleurs à le saluer et lui envoyer 1000 merci pour son aide. Je ne peux que vous conseiller de vous procurer son livre pour tout savoir sur l'histoire de la ville, car je ne vais bien sûr pas tout raconter, ce serait trop long. Mais je vais essayer de faire un résumé le plus complet de l'histoire de Crépy-en-Valois. Les origines de Crépy-en-Valois sont multiples. À vous de choisir votre préféré, moi c'est fait. La première serait gauloise selon Claude Carlier qui veut que les Gaulois ignoraient l'art de bâtir et trouvaient plus commode de se loger dans des grottes qui se disaient cryptae en latin. Mais on sait désormais que les Gaulois maîtrisaient le travail du bois et logeaient dans des maisons à structure de bois. D'autres y ont vu le nom d'un grand propriétaire ou d'un général romain, Crispiacus, qui aurait fait édifier un castrum. Mais le nom de la future cité ne figure pas dans les récits romains et surtout pas dans la guerre des Gaules de Jules César. Une troisième version suppose que les évangélisateurs du Soissonnais, au IVe siècle, Saint Crépin et Saint Crépinien, auraient donné leur nom à l'endroit qu'ils venaient de christianiser. Ces trois premières versions sont basées sur l'étymologie du nom de Crépy-en-Valois. Une dernière hypothèse, plutôt topographique celle-là, viendrait du mot latin crispus qui désigne un endroit plissé. Au moment de la conquête romaine, Crépy-en-Valois fut rattaché aux Sulvanectes qui auraient donné leur nom à Senlis, la vallée de l'Automne servant de frontière entre ces derniers et les Suessiens de Soissons. Vers le IIIe siècle commence l'évangélisation de la région. À la fin du IVe apparaissent les premières églises rurales. Bouillant fut probablement l'un des premiers lieux christianisés du nouveau diocèse de Senlis. Selon Carlier, Dagobert aurait, comme à Maurienval, fondé un monastère double à Sainte-Agathe. Devant l'afflux des vocations devenues très nombreuses, le monastère aurait été scindé en deux, les moines restant à Sainte-Agathe et les moniales rejoignant une communauté installée à Jouarre. Comme à Maurienval, la fondation attribuée à Dagobert reste invérifiable. Il faut cependant remarquer que le règne de Dagobert coïncide avec une réactivation provisoire du commerce à Crépy-en-Valois. Il est possible qu'une petite agglomération se soit formée autour du monastère. Le vocable de l'église Sainte-Agathe est très ancien et le château dépendait de cette paroisse, ce qui pourrait signifier que le vallon de Sainte-Agathe était habité antérieurement au site du château. La présence mérovingienne est prouvée à Crépy-en-Valois car dans les années 1870, on a découvert deux cimetières à Crépy, l'un sous la chapelle Sainte-Phrasie et l'autre à Bouillant. Vers la fin du IXe siècle, le besoin de forteresse se fait nécessaire avec les invasions normandes et le site de Crépy est idéal. Les invasions passées, après des querelles de clans et des conflits dynastiques, les castrums deviennent des lieux de protection définitifs et les habitants viennent se regrouper auprès de ces enceintes. C'est sans doute ce phénomène qui s'est produit à Crépy-en-Valois.
Les premières documentations fiables sur Crépy n'apparaissent pas avant le Xe siècle. Les premiers comtes de Crépy-en-Valois, au 8e et 9e siècle, sont probablement des fidèles serviteurs des souverains carolingiens chargés d'administrer les pagus, que l'on pourrait traduire par pays. Pour Crépy était le Pagus Vadensis, puis Pagus Valentia, que l'on peut aussi traduire en pays du Valois. Ils doivent alors résider à Vez, première capitale du Valois. Primitivement officiers de la couronne, les comtes obtiennent l'hérédité de leurs charges. Ils transmettent donc leurs charges et leurs fiefs ainsi que leurs droits seigneuriaux, droits de justice, droits de nature économique, redevances perçues en échange de leur protection. Au milieu du Xe siècle, la féodalité est en place et sous la pression féodale, les limites du Pagus Valensis ont éclaté, remplacées par une fragmentation de châtellenies indépendantes. Ce qui reste du Valois se trouve intégré à un vaste bloc territorial qui comprend l'Amiénois et le Vexin, dont les comtes portent le nom. Pendant cette période, le nom de Valois n'apparaît qu'à de rares occasions. On a longtemps cru que les comtes d'Amiens, du Vexin et du Valois descendaient de Charlemagne. Et c'est le cas, mais par les femmes. La mère du premier comte identifié, nommée Héloïse, serait la petite-fille de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Il va être à l'origine d'une longue lignée de comtes qui vont régner sur le Valois pendant environ un siècle. Je ne vais malheureusement pas pouvoir m'attarder sur leur histoire, au risque d'y passer trop de temps. Je vais donc vous les présenter brièvement, et je vous rappelle que le livre de monsieur Jean-Marie Tomasini le fait mieux que moi et plus en détail. Je ne peux que vous conseiller de dévorer ce livre, au sens figuré bien sûr. Donc, le premier de ces comtes se nommait Raoul de Grouy. Il était originaire de Grouy en Arrouaise, à la frontière du Cambrésis. Il épouse Hildegarde qui lui donne 2 fils, Raoul et Gauthier. Il meurt en 926. Après sa mort, une lutte pour le pouvoir et la possession des terres s'engage. Herbert de Vermandois s'empare de l'Amiénois et probablement du Vexin. Raoul, le fils aîné, ne se maintient que seul dans le Valois. C'est en essayant de reprendre son héritage qu'il trouve la mort en 943. C'est probablement lui qui fit venir le relique de Saint-Arnoux à Crépy. Son frère Gauthier le remplace. Il semble qu'il soit parvenu à recouvrer les comtés du Vexin et d'Amiens quelques années plus tard. Sa femme, Adèle, fille du comte de Foulques, lui donne 5 fils. Guy, évêque de Soissons, Gauthier, Raoul, Geoffroy et Foulques. Probablement mort entre 996 et 998, c'est à son fils Gauthier que revient le comté. Plus connu sous le nom de Gauthier le Blanc en raison de son âge avancé à sa mort et peut-être aussi de sa sagesse, il apparaît pour la première fois en 998 sur une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Valery. C'est avec lui que nous est parvenu le premier texte où figure le nom de Crépy-en-Valois. Écrit par un moine, ce texte sur la vie du roi Robert le Pieux contient cette citation. Au château de Crépy dans le Soissonnais, construit avec magnificence par le puissant Gauthier, le noble roi Robert construisit une noble abbaye et la rendit illustre à jamais. Nous apprenons par cette phrase que Gauthier édifia un château à Crépy et qu'à l'intérieur est fondée l'abbaye Saint-Arnoux avec le consentement du roi Robert. La fondation est supposée avoir été faite en 1008. De son mariage avec Adèle de Breteuil, Gauthier a 4 enfants, Dreux, Raoul, Foulques et Adèle. Dreux hérita des possessions d'Amiens et le Valois revint à Raoul. Foulques demeurait évêque d'Amiens. Raoul, troisième du nom, n'a guère laissé de traces dans les chroniques. Il resta en possession du Valois jusqu'à sa mort, survenue probablement en 1037. Au Valois s'ajoute le comté de Nanteuil à la suite de son mariage avec Adèle qui le lui apporte en dot. À son tour, Raoul partage ses terres entre ses 2 fils, Raoul et Thibaut. Raoul hérite du Valois et Thibaut du comté de Nanteuil et des petits fiefs dans la vallée de l'Automne. Raoul IV, connu aussi sous le nom de Raoul IV de Crépy, n'est qu'un petit seigneur mais avec de grandes ambitions. Possesseur du seul comté du Valois, il sera à sa mort en 1074 considéré comme l'un des puissants de la cour royale. Raoul est exceptionnel et impressionne ses contemporains par son courage et son intelligence, mais il est surtout un redoutable meneur d'hommes. Une ville assiégée par Raoul est une ville prise. Aucune ne lui résiste, pas même Montdidier et Péronne réputés imprenables. C'est lui qui est chargé d'accueillir Anne de Kiev en 1051, future reine de France, qui allait épouser Henri Ier. Raoul a dû en tomber follement amoureux car quelque temps après la mort du roi, en 1060, il répudie son épouse Akhéné, enlève de force la reine du château de Senlis, l'emmène dans le château de Crépy-en-Valois où il l'épouse. Un scandale éclate et il est excommunié. Malgré tout, il restera avec Anne jusqu'à sa mort. Il fut enseveli dans la ville de Montdidier où il souhaitait reposer.
Raoul mort, son fils aîné Gauthier mort au combat, en 1072, le comté revient à Simon, son second fils, que l'on peut voir sur l'un des vitraux de l'église de Trumilly. Après la mort de sa mère, Adèle, la première femme de Raoul, il fut confié à Mathilde, épouse de Guillaume le Conquérant. Tout en luttant pour conserver son territoire face à Philippe Ier, il intercède auprès du pape Grégoire VII pour transférer le corps de son père à Crépy. À la vue du corps de Raoul, il se prit à méditer sur la condition humaine. Il évita plusieurs mariages, se consacra au Christ et renonce à ses possessions. Sa sœur, Adélaïde, mariée à Herbert IV de Vermandois, hérite du Valois. Adélaïde et Herbert ont 2 enfants, un fils, Eudes, déshérité par son père, et Adélaïde de Vermandois. Cette dernière se marie à Hugues, frère de Philippe Ier. Des 7 enfants qu'ils ont, c'est l'aîné Raoul Ier de Vermandois et aussi Raoul V de Valois qui succède à son père. Raoul, petit-fils d'Henri Ier, neveu de Philippe Ier, cousin de Louis VII, se dévoua au service exclusif de la royauté. Jusqu'à sa mort en 1152, il soutiendra fidèlement la couronne. Le comte laisse à son jeune fils de 5 ans un énorme héritage. Son tuteur, Yves de Nesle, conclut un mariage en 1156 avec Marguerite, sœur de Philippe d'Alsace, qui lui-même avait épousé la sœur de Raoul, Élisabeth. Le mariage ne fut jamais consommé car, l'année même de son mariage, Raoul fut frappé par la lèpre. Il reste en place malgré tout pour aider son beau-frère Philippe d'Alsace. Il meurt entre 1164 et 1167 sans descendance. Dans les années 1170, Philippe d'Alsace, comte de Flandre et maître d'Artois, hérite du Valois vermandois. Mais sa puissance sera bientôt menacée car le 26 mars 1182, quelques semaines après avoir fondé la collégiale Saint-Thomas, Élisabeth meurt sans enfant. Voulant profiter du décès de sa cousine pour accroître ses terres, le jeune roi Philippe Auguste se retrouve face à Philippe d'Alsace pour ce qui sera connu comme la guerre des 2 Philippes. Après quelques escarmouches et pillages, ils se retrouvent face à face en avril 1182. Finalement, on se résout à négocier et à conclure une paix. Le comte acceptait de céder l'Amiénois, le roi lui accordait de garder le Vermandois et le Valois, mais seulement à titre de gage. Le comte meurt en 1191 lors de la 3e croisade à Jérusalem. À sa mort, le roi accepte de laisser le Valois à Aliénor, sœur d'Élisabeth, et c'est ainsi qu'après 4 mariages sans enfants et la mort de Aliénor en 1213, le Valois entre dans le domaine royal un an avant Bouvines. En ce début du XIIIe siècle, le Valois, alors devenu domaine royal, Crépy va connaître un essor économique grâce aux foires de Champagne. Ces foires, organisées notamment à Bar-sur-Aube, Provins et Troyes, étaient très importantes. Allemands, Anglais, Écossais, Italiens et Flamands s'y retrouvaient pour négocier du vin, des fourrures, des cuirs et surtout des draps de Flandre et des épices d'Orient. Crépy-en-Valois est devenue une ville-étape pour ses marchands et a donc nécessité la construction de halles, de comptoirs pour entreposer les marchandises, d'auberges et d'hôtels. Chaque marchandise pénétrant dans la ville devait un droit de péage au profit du seigneur de Crépy. Ces foires de Champagne ont amené une intense animation dans la ville au cours de leurs 150 années d'existence. Outre le vin, le cuir et les draps, la ville était devenue célèbre pour son trafic de porc, ce qui valut aux habitants le sobriquet peu flatteur de cochon de Crépy. De nos jours, ce sobriquet a donné naissance à la fête annuelle des cochons de Crépy au mois d'août. Il existe une légende selon laquelle des cochons auraient réveillé les habitants de Crépy lors d'une attaque des troupes du roi de Navarre, un peu comme les oies du Capitole, mais rien n'atteste cette histoire qui reste toutefois plausible. Cette intense animation commerciale qui enrichissait les Crépinois se concrétisa dans le droit de fonder une commune. Les communes résultaient de l'association des habitants du bourg dans laquelle chacun se considérait comme l'égal des autres. Mais cette association ne pouvait être constituée qu'avec l'accord du seigneur. Et pour être de la commune, il faut jurer la commune. La commune était alors, comme de nos jours, administrée par un maire et des jurés élus. À cette époque, Crépy-en-Valois est à son apogée. Le négoce flamand, le commerce très actif apporte aux Crépinois pendant ces années-là une aisance et une prospérité qui ne retrouveront plus jamais. Depuis le XIe siècle, auprès du château qui lui a donné naissance, la ville s'est agrandie, protégée par son enceinte qui relie la porte Sainte-Agathe à la porte de Compiègne qui passerait aujourd'hui entre la rue Thiers et la rue de la Cloche. Sur la place de la Croix-au-Bourg, à proximité du château, les bourgeois avaient élevé leur rappel de leur liberté et de leur richesse, le beffroi. Ce beffroi porte la cloche commune. À côté des cloches de Saint-Arnaud qui sonnent le temps de Dieu, celle du beffroi marque le temps des marchands. Elle appelle aux affaires et aux assemblées de la commune. Tout à côté se trouve la halle de la ville où se tient la corporation la plus puissante, celle des bouchers.
Le beffroi et la halle occupent l'espace central de ce qui est de nos jours la place Gambetta. Faisant face à la croix du bourg, la place du Pilori est une autre manifestation de l'indépendance communale, le droit de justice. Ne montent au Pilori que les personnes condamnées à une peine infamante. Cette place Gambetta, aujourd'hui si calme, se trouvait au cœur de l'effervescence crépinoise. Depuis leur attachement à la couronne, les rois avaient accompli de nombreux séjours à Crépy. Philippe Auguste y passa en 1213 et Saint-Louis séjourna au château d'où il rendit un certain nombre d'édits. Il confia le Valois à sa mère Blanche de Castille à titre de douaire, droit de l'épouse sur les droits de son mari, puis le donna à son fils Jean Tristan, car afin de préserver l'intégrité de leur possession, les rois ne dotaient leurs fils cadets que de petits comtés. À sa mort, le comté retourna à la couronne. Philippe le Hardi le conserva d'abord dans son patrimoine. Il y fit même une entrée solennelle en 1281. En 1291, il érigea les 2 châtellenies de Crépy et de la Ferté-Milon, en un comté qu'il confia à son fils Charles. Jusqu'alors, les propriétaires du Valois ne portaient plus le titre de comte. Le nouveau comte prendra le nom de Charles de Valois. Il décéda en 1325, laissant le Valois à son fils Philippe. 3 ans plus tard, en 1328, Charles V, le dernier des fils de Philippe le Bel, mourait sans postérité. Philippe de Valois, cousin du roi, le plus proche de la race royale, en comptant par les mâles, monta sur le trône cette même année. Avec lui arrivait la guerre de 100 ans. Pour Crépy, au danger anglais venait se rajouter le péril navarrois. Charles, roi de Navarre, convoitait le trône des Valois. Durant les premières années, apparemment, Crépy, protégé par ses murailles, ne subit ni les pillages navarrais, ni les désordres de la jacquerie. C'est à partir de 1410 que la tranquillité de Crépy va être troublée par la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Durant quelques années, Crépy va être ballotté entre les deux clans, la ville tombant dans les mains de chaque camp tour à tour. Le 11 août 1429, la ville ouvrit ses portes au roi et à Jeanne d'Arc et après quelques escarmouches, une bataille tactique contre les Anglais, le roi retourne à faire le siège de Paris. C'est pour entreprendre la défense de Compiègne que Jeanne, en 1430, séjourna de nouveau à Crépy, la veille de sa capture par les Anglais à Compiègne. Le 24 mars 1432, Crépy fut prise par les Anglais. La présence anglaise sera assez brève, 2 mois. En mai, la ville repassera du côté français. Après la guerre de 100 ans, Crépy pansa ses blessures. Le duc Charles autorisa les habitants à se servir des pierres du château ruiné pour construire leurs maisons. Le désir de vivre se concrétisait dans de nouveaux monuments. Les maisons à tourelles de la fin du XVe sont l'éloquent témoin de cette ardeur nouvelle qui ressurgit en Valois dans les dernières décennies de ce siècle. Charles d'Orléans mourut en 1465, laissant le Valois à sa veuve Marie de Clèves, qui gouverna le duché jusqu'à la majorité de son fils qui devient roi de France en 1498 sous le nom de Louis XII. Au XVIe siècle, Crépy fut relativement épargnée par les guerres de religion. Pourtant, la ville fut, comme 150 ans plus tôt, ballottée entre 2 camps, cette fois le parti huguenot et le parti catholique. En 1592, en l'espace de 3 ans, la ville a été prise puis reprise 4 fois. La ville se remettait difficilement de ces nouvelles épreuves. Après la guerre de 100 ans, on avait noté un accroissement de la population. Cette fois, la population diminuait. Comme beaucoup d'autres villes au XVIIe, Crépy vivait au jour le jour et continuait de s'enfoncer dans son isolement. Au début du XVIIIe, Louis XIV créa le bailliage de Villers-Cotterêts, amputant celui de Crépy des châtellenies d'Oulchy, La Ferté-Milon, Pierrefonds, Béthisy et Verberie. Le bailliage de Crépy devenait minuscule, le courant des affaires se traitant désormais à Villers-Cotterêts. En 1726, Crépy-en-Valois formait une bourgade de 1811 habitants répartis en 3 paroisses: Saint-Denis, Saint-Thomas et Sainte-Agathe. Pourtant, la ville possédait toujours un atout majeur, le blé. En 1764, les terres à blé de la centaine de communes de la seule élection de Crépy produisaient 280 000 sétiers de blé, le sétier représentant 152 litres. Le Valois, avec ses plaines grasses et fertiles, était considéré sur le plan de l'agriculture comme l'une des régions les plus riches de France. Après la Révolution, à la création des départements, Crépy désirait rester rattaché à Soissons, mais sans succès. La ville demanda ensuite son rattachement à Meaux, mais ces demandes restèrent sans suite et Crépy devenait chef-lieu d'un district qui comprenait 6 cantons: Crépy, Assy-en-Mucien, Maurienval, Nanteuil, Thury-en-Valois et Verberie. Le 26 février 1789, ce nouveau département fut appelé l'Oise. Crépy, ne conduisant nulle part, pouvait être oublié.
Cette phrase terrible pour tout Crépinois attaché au passé de sa ville est pourtant tristement réelle pour nos ancêtres du XIXe siècle. Elle se trouve dans le tome 1er des Mémoires d'Alexandre Dumas qu'il constatait au moment où il se réfugiait avec sa mère à Crépy. Vérité cruelle mais conforme à la situation crépinoise en ces années 1800. L'isolement du XVIIIe s'était encore accentué en partie à cause du mauvais état des routes qui desservaient Crépy, et cela depuis fort longtemps. La cité valoise était devenue un minuscule chef-lieu sans histoire, un gros bourg de 1500 habitants en 1806. Pour tenter d'atténuer le déficit des finances, le conseil municipal demandait le 13 juillet 1824 le rattachement de Bouillan. Le 20 février 1828, Bouillan était annexé à Crépy avec un accroissement de la population de 400 personnes. Le désir de renouveau se concrétisa malheureusement par des démolitions. Première victime, la porte aux Ointiers, démolie en 1804, viennent ensuite le couvent des Capucins, des Ursulines et Saint-Arnoux. En 1814, la porte du Pan disparaissait à son tour. Mais surtout, on laissa périr Saint-Thomas. Le 25 août 1804, la collégiale était vendue à un certain Cagny. Saint-Thomas avait subi des dommages mais pouvait être sauvegardé. Malheureusement, personne ne la sauvera et le propriétaire put la démolir en toute impunité. En 1811, l'espace était vide, ne demeurait que le clocher qui fut sauvé par M. Delahante, alors maire de Crépy. Dans sa volonté de renouveau, la ville possédait deux atouts, l'agriculture et ses maires, soucieux de la prospérité de leurs citoyens. Ils se nomment messieurs Delahante, Lepelletier, Hazard et Daminville. Pendant les années 1855, les Crépinois se sentaient pleins d'optimisme pour l'avenir. La raison ? Le chemin de fer. En effet, une ligne Paris-Soissons était en projet et un des trois tracés proposés passait par Crépy. Après de nombreuses démarches et grâce à la ténacité de M. Daminville, alors conseiller général, Napoléon III trancha en faveur de Crépy car plus direct. Le 30 juin 1860, la section Paris-Sevran était ouverte. Le 31 août 1861, le premier train s'arrêtait à Crépy-en-Valois. Le 12 juin 1862, on inaugurait le dernier tronçon. L'arrivée du chemin de fer mettait un terme à l'isolement séculaire de la ville. La cité continuait à se mettre à l'heure du progrès. En 1864, grâce à M. Fournier, pharmacien, l'éclairage au gaz apparaissait dans les rues. En 1866, on commença à établir des trottoirs le long des rues. M. Fournier conçut un autre projet afin de fournir l'eau courante à la ville. Il constitua une compagnie et fit exécuter des travaux de forage sur un terrain près de l'usine à gaz, près du pont Saint-Ladre. Le 11 juillet 1869, on inaugurait la nouvelle usine à eau. D'octobre 1870 à septembre 1871, la ville connut l'occupation allemande. Pour une année, Crépy se transforme en ville de garnison placée sous la responsabilité du commandement allemand. En juin 1871, le prince Albert de Prusse séjourne quelques jours au château de Jérém. À partir du mois d'août 1871, les troupes commencent à quitter la ville. Le 14 septembre, la poste prussienne, qui faisait le service de Crépy à Compiègne, plie bagage. 5 jours plus tard, 400 soldats bavarois s'installent jusqu'au 5 octobre. Le lendemain, un dernier escadron de cavalerie prussienne traverse la ville. L'occupation est finie. Le redémarrage de Crépy ne se fera qu'après l'installation d'une fabrique de meubles en 1873. Face aux lignes de chemin de fer, elle est fondée par un industriel, M. Maxime Clerc. La naissance de l'usine Clerc fut le début d'une aventure qui allait durer jusqu'au 20 janvier 1939. Une seconde usine ouvrit ses portes spécialisées dans la confection de chapeaux rue Saint-Denis sous la direction de M. Cardin, qui par la suite donnera son nom à la rue. La réunion de ces éléments entraîna l'essor de la ville. Crépy créait des emplois. La population augmentait. 3082 habitants en 1875, 3622 en 1886 et 4124 en 1891. Puis, de nouveau la guerre. Des affiches fixant le premier jour de la mobilisation au 2 août 1914 à minuit sont publiées par le docteur Chopinet, maire de Crépy. Comme partout, les hommes quittent leur famille et leur travail pour rejoindre le lieu porté sur leur livret militaire. Le 30 août, dans la ville se répand le bruit de l'arrivée imminente de l'ennemi. Les Crépinois se précipitent à la mairie pour informer le maire de leur désir de quitter la ville. Le docteur Chopinet relatera lui-même ces événements ainsi. Le 31 août, la mairie est remplie de gens qui veulent fuir. Je suis obligé de me fâcher et de chasser tout le monde pour quelque temps. On ne peut plus s'entendre. Je rédige une proclamation pour rassurer les gens et les inviter à ne pas abandonner leur foyer. Mais la population prend peur et chacun se sauve comme il peut, où il peut.
Les premiers Uhlans, cavaliers allemands armés d'une lance, pénètrent dans la ville dans la soirée à 19h. Les officiers allemands s'installent à l'hôtel de ville. La population reste chez elle afin de ne pas donner de prétexte aux occupants pour se livrer à des actes de violence. D'ailleurs, afin de garantir leur sécurité, les officiers allemands imposent aux maires une liste de 10 otages qui répondront de leur vie en cas d'hostilité contre les soldats. Le docteur Chopinet en fera partie. Par chance, tous les otages seront épargnés, alors que le jour même à Senlis, le maire M. Audin est fusillé et la ville incendiée. Entre le 5 et le 12 septembre, un défilé de soldats allemands battront le pavé de Crépy. Vers Paris dans un premier temps, puis dans l'autre sens lors de la retraite allemande après la bataille de la Marne. En avril 1917, le docteur Chopinet sera fait chevalier de la Légion d'honneur en raison de son attitude et de son courage pendant ces journées. Crépy vient de vivre des heures pénibles. Lentement, la ville reprend son souffle, les réfugiés reviennent, on répare les dégâts commis, on efface les traces de l'invasion, mais la guerre n'est pas finie. C'est ainsi qu'en 1918, à la fin du mois de mars, les Allemands déclenchent 4 grandes offensives contre le front franco-britannique. Et le front se rapproche. Parmi toutes ces journées d'angoisse, l'une d'entre elles est restée dans la mémoire des anciens, celle du 13 avril. Le 13e d'artillerie, un régiment hippomobile, devait embarquer cette nuit à la gare de Crépy. Les taubes des bombardiers allemands se présentèrent au moment de l'embarquement des chevaux qui nécessitaient un peu de lumière. Le 13e d'infanterie est bombardé et mitraillé. Beaucoup de soldats sont tués et blessés. Rendus fous par le bruit des bombes, les chevaux se désentravent, s'enfuient, blessés dans la ville. Les voies et le passage à niveau sont bloqués par les cadavres de chevaux morts. Cette même nuit, l'usine Claire, transformée en hôpital, reçoit aussi des bombes. Des blessés affolés se jettent par les fenêtres. Le buffet de la gare, lui, est complètement détruit. Autre nuit de frayeur, celle du 1er juin où des bombardements font fuir la population. Le 14 juillet, l'usine Claire est entièrement détruite par des bombardements. Le 18, avec l'offensive Mangin, décidée la veille à V, commencent les combats victorieux qui obligeront l'Allemagne à capituler. À partir de la première quinzaine d'août, les Crépinois reviennent s'installer dans leur maison. Le 11 novembre, le clairon de l'armistice sonne dans un Crépy dévasté. Dès 1920, Crépy pense à honorer ses morts. En 1923, Jean Vassal, maire de Crépy, fait part à la commission des travaux des pourparlers engagés avec M. Bartholomé en vue de l'établissement du monument. Le 4 juillet 1926, dans le square de Saint-Thomas, réalisé pour l'occasion, Jean Vassal inaugure le monument en présence du sculpteur. Comme partout en France, Crépy pense que le pire est derrière eux. Malheureusement, non. 18 mai 1940, premier bombardement de la ville. 31 août 1944, entrée de l'armée américaine dans Crépy. Ces 2 dates sont restées gravées dans la mémoire collective des Crépinois de cette époque. Dès le 3 septembre, 2 jours après l'invasion de la Pologne, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Le lendemain, Jean Vassal fait afficher les listes d'abris et les consignes de défense passive en cas d'alerte aérienne, car l'on considère que le principal danger est le péril aérien. Le 317e régiment d'artillerie portée vient cantonner à Crépy. La première alerte a lieu le 5 septembre à 3h du matin. Les sirènes invitent la population à se rendre aux abris, instant d'émotion pour tous. L'alerte prend fin à 7h05. Mais ce n'est que la première. Le 18 mai, vers 16h, des avions viennent bombarder la gare et l'usine Claire. Des soldats sont tués. Une bombe tombe sur l'école Notre-Dame qui se situait à côté de la chapelle Saint-Sébastien, rue Saint-Lazare, détruisant les appartements de l'institutrice. Par chance, personne n'est touché car tout le monde était descendu à la cave. Le 23 mai, l'ordre officiel d'évacuation est donné. Tout le monde se sauve comme il peut, en train, en voiture, en vélo ou à pied. Le 10 juin dans la journée, les troupes allemandes occupent Crépy. Le 14, les Allemands entrent dans Paris, le 22, l'armistice est signé à Rotonde. Début juillet, les évacués commencent à revenir dans une ville en désolation. Les dégâts sont considérables. Crépy est en ruine. Les problèmes de ravitaillement, d'habillement et de chauffage se rajoutent à l'occupation de la ville durant 4 ans. Brusquement, à partir de mai 1944, les événements s'accélèrent. Et au milieu de ces nouvelles heures d'angoisse apparaissent les premières lueurs de l'aube. Le 30 août 1944, les Allemands abandonnent Crépy sous la pression de l'avancée des troupes alliées. Le 31 vers 11h, des voitures frappées d'une étoile blanche franchissent le passage à niveau et pénètrent dans Crépy, enfin libérée. Comme beaucoup de villes en France, Crépy va doucement panser ses blessures, reconstruire et se préparer à un avenir radieux. Confirmé dans ses fonctions de maire par les autorités de la Libération, puis réélu en 1945, Jean Vassal reste à la tête de Crépy. La grande stabilité municipale, amorcée à la fin du XIXe siècle, se poursuit à l'époque contemporaine.
La ville ne connaît que 3 maires de 1888 à 1995. Le docteur Chopinet de 1888 à 1919, Jean Vassal de 1919 à 1953 et le docteur Dupuis de 1953 à 1995. Au recensement de 1954, Crépy compte 5960 habitants. Pour relancer et dynamiser l'activité économique, est mise en place une foire triennale du Valois qui se déroulera pendant 3 jours au moment de la Pentecôte. Le musée du Valois et de l'Archerie, fondé en 1939, est réouvert dès 1954. À la fin mai de cette même année, le parc Sainte-Agathe, racheté par la municipalité précédente, mais réservé à un usage privé, est ouvert au public. L'usine Claire, qui employait 2000 personnes, fermera juste avant la guerre de 1939. Les vastes locaux de l'usine sur le boulevard Victor Hugo seront occupés ensuite par une autre entreprise industrielle qui sera reconnue sur le plan international, les établissements uniques, plus connus sous le nom des établissements Sotro, dont le dirigeant, M. Lucien Sotro, avait conçu des tables à dessin révolutionnaires à la pointe de l'innovation qui allaient dominer tout le marché jusqu'à l'arrivée de l'informatique. La municipalité s'emploie à implanter de nouvelles entreprises. En 1958, ce sera la Société industrielle de brosserie Varin. En 1961, sera créée la première zone industrielle route de Vaumoise. Viendront aussi implanter, entre autres, les établissements Gury, construction hydromécanique, et Alu, fabrique de lacs et vernis. À côté viendra se positionner la Spirotechnique, spécialisée dans le matériel destiné à la plongée sous-marine. De nos jours, toutes ces entreprises ont disparu et les établissements rasés. Dans cette volonté de permettre aux Crépinois de vivre au pays, la municipalité sera aidée par le développement d'une usine mythique qui deviendra le fleuron international du Valois, les établissements Poquelin. Jusqu'à la fin des années 70, Poquelin formera l'ossature de la vie industrielle crépinoise. On pouvait dire, comme pour les usines Renault, quand Poquelin s'enrhume, Crépy éternue. Comme je l'ai déjà dit, je parlerai plus en détail de Poquelin dans la vidéo sur le Plessis-Belleville. Depuis, Crépy continue son essor au travers de l'implantation de grandes entreprises, la création d'immeubles d'habitation et une nouvelle zone commerciale au sud-est. Malgré tout, les remparts de Crépy sont toujours là et témoignent de la longue histoire tumultueuse, tourmentée et riche de cette petite ville qui ne cesse de grandir. Et même s'ils ont perdu leur usage défensif, les remparts restent quand même une protection et un abri pour d'autres Crépinois. Pour en finir avec l'histoire, une petite anecdote. La tradition de mettre les sabots ou souliers sous le sapin serait due à une aventure qui se serait déroulée à Crépy. Il y a longtemps de cela, au IVe siècle, lors de l'évangélisation de la ville, les deux saints nommés Crépin et Crépinien avaient ouvert une échoppe de cordonnerie comme façade vis-à-vis des Romains pour éviter les ennuis. Un soir, à la veille de Noël, alors qu'ils arpentaient les campagnes, ils s'arrêtèrent dans la cabane d'une pauvre femme et de son enfant. Ce malheureux venait de mettre sa paire de sabots dans la cheminée pour alimenter le feu. La mère leur servit à manger et recouvrit un coin de paille pour repasser la nuit. Les saints demandèrent à l'enfant ce qui lui ferait plaisir. Pour toute réponse, il regarda ses pieds nus. Les deux saints comprirent et confectionnèrent une paire de sabots neufs. Avant de s'endormir, les saints prièrent le Seigneur en faveur des habitants de la cabane. Le lendemain, Crépin et Crépinien reprirent la route, laissant la mère et son fils dans un profond sommeil. L'enfant se réveilla et sa première pensée fut pour ses sabots neufs qu'il avait posés près du feu. Près des cendres, quelque chose brillait. Il se leva, s'approcha et constata que les petits sabots étaient remplis de pièces d'or. La prière des deux saints avait été entendue. La mère, réveillée par les cris de joie de son fils, constata à son tour le miracle et sortit raconter l'événement à ses voisins. Dans le pays, ce fut la fête. Pour perpétuer la mémoire de Saint Crépin et de Saint Crépinien, l'histoire ajoute que les habitants de ce hameau oublié décidèrent de le baptiser Crépy. Allons maintenant découvrir les monuments de Crépy en Valois. Crépy compte 13 monuments historiques sur son territoire, dont 2 sont classés et 11 inscrits. Un 14e monument a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'une maison du XIIIe siècle aux 9 rues nationales inscrite par arrêté du 8 mai 1933. Je ne vous parlerai pas du château car une vidéo spéciale à son sujet et sur le musée de l'Archerie est déjà parue sur la chaîne. Je vais donc commencer par l'église Saint-Denis qui a été inscrite au monument historique le 29 novembre 1977. L'église est dédiée à Saint-Denis de Paris, l'un des principaux évangélisateurs de la région. Le vocable fait penser à une fondation carolingienne, ce n'est pourtant ni la première ni la seule église paroissiale de la ville. Une bulle papale de 1162 la qualifie d'église matricielle de Crépy. Mais il se pourrait, selon une hypothèse non vérifiée, qu'elle soit plus ancienne et qu'elle soit à la base la chapelle castrale du château de Gauthier II dit Leblanc.
La partie la plus ancienne est la fondation de l'abside qui, selon l'usage, est bâtie en premier, mais qui sera remplacée, ainsi que le chœur, au XVIe siècle. La nef peut être datée de la moitié du XIIe siècle. Le transept, lui, serait de 1150-1160 et aurait été construit en dernier pour conserver le potentiel clocher du XIe. En 1434, l'église subit d'importants dégâts et, après le milieu du XVe, les bas-côtés de la nef sont entièrement rebâtis dans le style gothique flamboyant. Entre 1544 et 1573, l'ancien chœur est remplacé par un vaste ensemble du même style comportant un vaisseau central avec abside polygonale. La façade occidentale, elle, est entièrement refaite à neuf en 1844. À peu près régulièrement orientée, l'église répond à un plan symétrique. Elle se compose d'une nef de 5 travées avec 2 bas-côtés, d'un transept non débordant, d'un chœur de 2 travées droites prolongées par une abside à pans coupés et de 2 collatéraux du chœur. Le clocher s'élève au-dessus du croisillon sud et une tourelle d'escalier flanque l'angle sud-ouest de ce même croisillon. La façade est agrémentée de 3 portes, 2 petites en anse de panier ouvrant sur les bas-côtés et l'entrée principale qui est surmontée d'une vaste fenêtre avec rosace qui éclaire la nef. Le remplage de cette rosace est formé de 12 festons. Le clocher se compose de sa base ancienne, d'un étage intermédiaire, d'un haut étage de baies factices, de l'étage de beffroi semblable au précédent mais avec des baies ouvertes et d'une haute flèche de pierre cantonnée de 4 clochetons. C'est certainement l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture néogothique de la région. À l'intérieur, la nef basilicale de 5 travées a une largeur de 7 mètres. L'extrémité orientale de la nef comporte une 6e arcade beaucoup plus élevée. Le chœur halle très large est prolongé par une abside à 5 pans dans laquelle se trouve l'ancien maître-autel en marbre. La chaire à prêcher est le principal élément ayant survécu à la Révolution. Elle a été confectionnée par Randon, sculpteur des bâtiments du roi sous Louis XV. Le croisillon nord et la nef sont voûtés en berceau, tout le reste est voûté d'ogives. Les 4 fenêtres hautes de chaque côté s'ouvrent dans l'axe des piliers comme à Bettencourt et au Rouy. Seul le bas-côté nord est garni de sièges. Parmi le mobilier de l'église, qui comporte notamment de nombreux tableaux, seule la partie instrumentale de l'orgue, une petite statue de la Vierge à l'enfant et la toile au-dessus du maître-autel sont protégées. En outre, 2 statues classées provenant de l'église sont déposées au musée de l'Archerie et du Valois. Une raison de plus pour aller visiter ce musée. L'orgue de tribune a été confectionnée en 1839 par la manufacture d'Aublaine et Calinet à Paris et financée grâce à une souscription. La statue en pierre polychrome de la Vierge à l'enfant, placée dans la niche de retable du croisillon nord, est un moulage de la statue de la moitié du second quart du XIVe siècle qui était installée sur la façade d'une maison de Crépy. L'original est classé depuis 1908. On peut admirer plusieurs tableaux peints à l'huile sur toile et d'autres sculptures et détails très intéressants. Je vous laisse en profiter quelques instants. Passons à la deuxième église de Crépy en Valois. L'église Saint-Martin de Bouillan est très importante pour moi car c'est dans cette église que ma femme et moi nous sommes mariés. Je n'y étais pas revenu depuis et c'est avec plaisir que cette fois je vais la découvrir. L'église Saint-Martin était jadis associée à un hôtel de l'évêque de Senlis et a été édifiée vers le milieu du XVIe sur l'emplacement d'un édifice plus ancien. Elle a été inscrite au monument historique le 23 février 1951. Le bâtiment que l'on voit actuellement est de forme rectangulaire. Ceci s'explique par la destruction du transept et du chœur à la Révolution. On en trouve encore des vestiges à l'extérieur. Les parties les plus anciennes sont la façade et la base du clocher qui correspond à la partie gauche de la façade et la première travée du bas-côté nord. Elle date de l'apogée de la période flamboyante entre la fin du XVe et le premier quart du XVIe. Le reste de l'église est bâti sous une seule campagne vers le milieu du XVIe. Le plan comprenait une nef de 4 travées, de 2 bas-côtés, d'un transept et d'une abside dont on ne sait si elle finissait par un chevet plat ou à pans coupés. Dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, le transept et le chœur sont démolis. Il est probable que la suppression définitive de la paroisse Saint-Martin était prévue. En tout cas, l'église est fermée au culte et n'ouvre de nouveau ses portes qu'après une restauration en 1804.
La façade de l'église est composée d'une petite porte en anse de panier, de 3 fenêtres dont celle du bas-côté nord de dimension réduite et de 3 contreforts de taille différente. La première travée nord est la base du clocher, ce qui explique le plus grand contrefort. Le riche décor sculpté du portail a malheureusement bien souffert. Le clocher actuel est une tourelle de bois recouverte d'ardoise comme à Gilaucourt. L'intérieur n'est éclairé que par les fenêtres basses des bas-côtés et les 3 fenêtres de la façade plus une au-dessus de l'autel. Mais les murs sont assez clairs et l'édifice n'apparaît pas trop sombre. Les 2 bas-côtés sont largement délimités par les grandes arcades. La première travée nord, la base du clocher, contient les fonds baptismaux. Toute l'église est voûtée d'ogives et possède de belles clés de voûte. Une sacristie occupe une partie de l'ancien croisillon sud. Parmi le mobilier, seul le Christ en croix du 15 ou 16e est inscrit à titre objet. Il a été mis en dépôt au musée de l'Archerie. Ce Christ était placé sur le jubé de la collégiale Saint-Thomas, celui-là même que l'on peut voir sur cette gravure. C'est l'une des rares sculptures restantes de Saint-Thomas. Je vous laisse profiter de quelques éléments intéressants. Avant de quitter cette église, je me dois de vous faire découvrir la statue qui se trouve devant l'entrée, qui a été réalisée en 1887 par M. Albert Bartholomé, le créateur du monument aux morts, et qui est en fait le tombeau de sa femme, Prospérie Gabrielle de Fleury, fille de Prosper de Fleury, qui fut maire de Crépy-en-Valois de 1881 à 1884. Poursuivons par l'un des monuments les plus emblématiques de Crépy, la collégiale Saint-Thomas. Au début de l'année 1182, Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, et son épouse Élisabeth fondent la collégiale en l'honneur du bienheureux Thomas, le martyr de Canterbury, Cantoberry en français, pour le salut de leur âme et celle de leurs prédécesseurs. Elle possédait une nef à 5 travées et le transept donnait accès à un chœur en hémicycle accolé de 2 chapelles avec des bas-côtés surmontés d'une galerie de circulation. Il faut regarder la cathédrale de Senlis pour imaginer le volume de la collégiale qui pouvait contenir 1760 personnes debout. Par la suite, des chapelles supplémentaires furent fondées par des personnes pieuses de la ville. La chapelle Saint-Éloi, de Saint-Étienne, de Notre-Dame, de Saint-Joseph et de la Trinité. La collégiale Saint-Thomas connut un premier martyr au XVe siècle. Selon Claude Carlier et Muldrac, historiens compiègnois, la tour de Saint-Thomas aurait été détruite, mais aucun récit ni document ne précise l'événement. Ce qui est probable, c'est que l'église ait été pillée et incendiée par les Anglais sans qu'on ne connaisse l'ampleur des dégâts. Toujours est-il qu'au début du XVIe, une flèche neuve était levée grâce à Jean Fuselier, doyen du chapitre en 1477. Cette magnifique flèche domine toujours Crépy. En 1799, s'écroulent les voûtes de la chapelle Saint-Jean dans le transept nord. Malgré ces dégâts, la collégiale demeurait debout. Malheureusement, en 1804, un entrepreneur de Compiègne achète le monument et la collégiale fut dépecée, démantelée pierre par pierre. Le maire de Crépy, M. Delahante, parvint à sauver le clocher en le rachetant aux démolisseurs. En 1823, il en fit don à la commune. Le dernier drame de Saint-Thomas est survenu le 21 juin 2019 où une partie de la voûte s'est effondrée. Depuis, ce magnifique monument est enfermé dans sa cage de protection en attendant d'être, on l'espère, restauré. À propos de la collégiale Saint-Thomas, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore vu, l'excellente vidéo de la chaîne Archivolt où Nicolas Bilot de l'entreprise Aquilon vous expliquera plus en détail l'histoire et l'architecture de ce magnifique monument. Crépy-en-Valois compte 2 autres petites églises. La chapelle de la paroisse Saint-Sébastien se trouve dans la rue Saint-Lazare, à l'emplacement de l'ancienne école Notre-Dame, et l'église Bienheureuse Mère Teresa se situe au sud, non loin de l'école Malraux. Il existe encore 2 autres chapelles. La chapelle Saint-Germain, à l'entrée est de Crépy, actuellement fermée, et la chapelle d'une ancienne léproserie qui daterait du XIIe siècle face au stade de foot. Pour le culte musulman, la paroisse Saint-Sébastien prêtait une salle pour la prière jusqu'en 2005 où l'ancien bâtiment du bricolage de l'avenue Levallois-Perret a été acheté et aménagé pour accueillir les musulmans. Un des autres monuments importants de Crépy n'est autre que l'abbaye Saint-Arnoux. En 1008, Gauthier le Blanc fonde une abbaye à l'intérieur de son château qu'il dédie à Saint Arnoux, évêque de Tours, dont les reliques reposaient depuis plusieurs décennies dans une chapelle du château.
Ces reliques avaient été empruntées, pour ne pas dire volées, par un prêtre nommé Constance qui les ramena dans son église de V. Elles furent ensuite rapatriées au château de Crépy sur ordre de Raoul Ier. Gauthier, averti par les vertus de grande piété d'un moine nommé Girard, demanda à ses supérieurs l'autorisation de le faire venir à Crépy. Très rapidement, sous la direction de Girard, Saint-Arnoult acquit une grande réputation. En 1077, l'abbaye fut confiée à l'ordre de Cluny et occupera même un des premiers rangs de l'ordre. Le nombre de 28 moines prévus est dépassé au premier tiers du XIVe siècle. La prospérité du monastère va être mise à mal par la guerre de Cent Ans et le cœur de l'église incendié par les Anglais en 1431. Il ne sera jamais reconstruit et le prieuré mettra plus d'1 siècle pour retrouver un fonctionnement normal. Au XVIe, les prieurs commendataires renouvellent le mobilier de l'église et les bâtiments conventuels subissent des reconstructions importantes. En 1790, après la Révolution, le prieuré est supprimé. Le logis du prieur de 1759 devient une résidence privée et le reste à ce jour. L'aile orientale des bâtiments monastiques est utilisée comme pensionnat jusqu'en 1940 et est ainsi préservée. Tous les autres bâtiments sont abandonnés et tombent en ruine à moins d'être démolis. Il reste tout de même la salle du chapitre, une partie du cloître et un ancien cellier qui ont perduré. Il est fort dommage quand on voit cette gravure que cette abbaye n'ait pas résisté au temps et surtout aux hommes, car un tel édifice aujourd'hui serait un atout de taille pour le tourisme à Crépy. Je tiens à préciser que sur le mur du cimetière face à l'abbaye se trouve une plaque remerciant les habitants de Crépy qui ont œuvré pour la restauration et la sauvegarde de cette abbaye, dont M. Tomasini et M. Barrier. J'en profite pour saluer une amie dont le nom de son père, M. Fillon, est sur cette plaque. Je voudrais aussi féliciter M. Steve Paton, tailleur de pierre à Estrée-Saint-Denis, et qui a en charge la restauration de l'abbaye et d'autres monuments de Crépy, et qui fait un travail formidable. A noter aussi que l'abbaye Saint-Arnoult accueille parfois le salon de la carte postale et le salon des antiquaires, une bonne occasion pour découvrir ce monument. Continuons avec les vestiges de l'église Sainte-Agathe. De cette église, il ne reste que les 5 arcades des travées de la nef. La première mention, certaine de Sainte-Agathe, apparaît dans une bulle du pape Innocent II donnée en faveur de Saint-Arnoult. Les rares documents iconographiques sur Sainte-Agathe montrent une église cruciforme avec une nef de 5 travées, de 2 bas-côtés, un transept et un chœur à chevet plat. L'église Sainte-Agathe fut démolie en 1794. Ainsi, avant 1794, la ville de Crépy comptait 3 paroisses, Sainte-Agathe, Saint-Denis et Saint-Thomas. On peut encore citer 2 établissements religieux, le couvent des Ursulines et le couvent des Capucins. En 1620, 6 demoiselles de Crépy, Claire Le Maçon, Marguerite de Vandeuil, Marie Pellard, Marie et Marguerite Bousset et Barbe Rangueil décidèrent de se consacrer à l'éducation des jeunes filles en menant une vie communautaire et contemplative. Après l'autorisation donnée par le cardinal de La Rochefoucauld, évêque de Senlis, elles s'installèrent dans une maison près du château. En octobre 1622, les habitants de la ville, réunis en assemblée, reconnurent l'intérêt de la nouvelle fondation et, le 15 septembre 1623, Louis XIII fit don à la nouvelle communauté du logement du château de la dite ville de Crépy-en-Valois. Quelques mois auparavant, elles avaient décidé de se soumettre à la règle de Sainte-Ursule. Décision approuvée par l'évêque de Senlis qui autorisa la communauté à prendre le nom d'Ursulines. Les Ursulines rachetèrent un certain nombre de maisons et sur leur vaste terrain, elles édifièrent un couvent. La porte actuelle, à fronton triangulaire, donnait sur une cour intérieure qui ouvrait sur la gauche à l'église et en face au couvent. Supprimé à la Révolution, le couvent fut vendu et démoli. À l'exception du portail, il ne reste rien de cette maison religieuse. Les Capucins étaient des moines franciscains plus particulièrement orientés vers l'apostolat des pauvres. Cet ordre, fondé en 1528, s'est développé en France à partir de 1573. Gaston d'Orléans les établit à Crépy en 1644. Ils s'installèrent en dehors des murs de la ville, à l'est, sur l'emplacement du quartier actuel de la mairie. Au nombre d'une quinzaine, ils étaient assez populaires en ville. 20 ans après sa fondation à Crépy, le couvent ne comportait toujours pas d'église. Grâce à une forte somme versée par M. de Rangueil dans son testament, les Capucins purent construire leur église, dont la dédicace se fit en 1671. 80 ans plus tard, un voyageur de passage note, je cite, « L'église des religieux est propre, mais sans faste. » À la Révolution, les officiers municipaux trouvèrent 6 religieux vivant en grand état de pauvreté.
L'église fut démolie, mais son souvenir resta longtemps dans Crépy grâce à la porte des Capucins, édifiée à l'entrée de l'actuelle rue Gaston d'Orléans pour relier la ville au couvent. Après ces monuments religieux, allons voir quelques belles demeures de Crépy. Dans ce qu'on appelle le Vieux Crépy, des anciennes demeures médiévales ne restent que l'Hôtel du Lion du XIVe siècle et qui se trouve dans la rue du même nom, ainsi que la maison aux fenêtres en arc brisé de la place Gambetta dont les belles fenêtres ont été redécouvertes il y a quelques années, cachées sous un enduit qui les recouvrait entièrement. Les principales autres belles demeures datent ensuite de la fin du XVe et début XVIe après la fin de la guerre de Cent Ans. Parmi ces demeures, on peut noter l'hôtel de la Rose, place Gambetta, qui est inscrit au monument historique en 2001 et qui possède dans sa cour une magnifique tourelle d'escalier ornée d'un superbe fronton. L'hôtel de la Belle Image, rue Lamartine, la Corandon, ainsi que l'hôtel d'Orléans, qui, je vous le rappelle, a, selon la légende, accueilli Jeanne d'Arc en 1430, possède elle aussi une tourelle. On peut aussi voir le fronton d'une maison du XVIe dans la rue de la Cloche qui serait l'ancien grenier à sel et, en face, la maison dite des Quatre Vents. Dans la rue de la Souris se trouve l'hôtel Saint-Joseph de 1649 dont le portail et les vantaux sont inscrits, eux, depuis 1933. On peut aussi citer la maison dite des Quatre Saisons, place Gambetta, avec ses 4 portraits sculptés et son magnifique fronton datant de 1758 et inscrite en 1933. Nous allons finir par le site du Fond Marin, rue des Fossés, qui est le parc d'un hôtel particulier du XVIIe qui comprend un bassin et un des 3 lavoirs de Crépy-en-Valois. Vous vous dites peut-être que j'ai oublié un monument de Crépy. Eh bien non, nous voici devant le château de Gérême. Gérême était un hameau rattaché à Crépy en 1956. On peut trouver le nom de Gérême pour la première fois en 1237. En 1789, le prieuré de Gérême est vendu au duc d'Orléans, puis à la famille Picard, à l'abbé Villain et aux Houillères du Nord dans les années 40 pour y faire un centre de colonie de vacances. En 1965, une enquête publique amène le maire à un projet de parc de loisirs et de centre nautique sur le site de Gérême qui ne verra pas le jour. Le 1er mars 1974, la ville de Crépy devient propriétaire de l'ensemble de Gérême, château et parc. Le 14 juillet 1978, le parc est enfin inauguré et ouvert au public. Intéressons-nous maintenant à quelques anecdotes tirées du livre de Robert Barrier, Crépy-en-Valois, histoire anecdotique, et nous finirons par les infrastructures de la ville. C'est ainsi que l'on apprend que, alors que le bourg de Crépy était enfermé dans sa première enceinte, les habitants, pour en sortir, utilisaient la porte aux Ointiers, qui se trouvait au début de l'actuelle rue Jeanne d'Arc, après la place du Pilori. À l'emplacement de l'actuelle place de la République se trouvaient les jardins du château. Selon Robert Barrier, qui disait jardin disait culture et par déformation donnait couture. C'est sous ce nom officiel que la place de la République apparaît dans un plan cadastral du XIXe siècle à la place de la Couture. Mais il existe une autre version qui nommait cet endroit place de la Coulture, qui faisait référence au marché agricole aux bestiaux et les ventes en gros, par opposition à la halle couverte du centre-ville où l'on vendait au détail. Cette place était la plus importante de la ville. À l'origine, elle était fermée et à son angle nord-ouest se trouvait l'imposante porte de Compiègne. De nos jours, on la trouverait à droite de l'entrée de la rue Fédherbe en partant de la place de la République, en descendant vers les remparts. D'ailleurs, on peut encore voir dans un mur les traces de cette ancienne porte. C'était une des entrées principales qui permettait aux voyageurs et commerçants d'entrer dans la ville. Cette porte fut détruite en l'an 1788. Au nord-est de la place se trouvait la porte des Pourceaux. Elle était destinée au passage du bétail arrivant à Crépy, notamment des porcs dont il se faisait grand commerce. Entre ces 2 portes existait une petite ruelle qui conduisait à ce qu'on appelle maintenant le chemin de ronde. Au milieu du 19e, il fut décidé de percer la place de la République à l'est afin de construire une nouvelle route menant à Compiègne. On acheta et détruisit la maison qui se trouvait sur le passage, des murs de soutènement furent construits et ainsi fut créée la route de Compiègne que nous connaissons maintenant. En 1900, la place était entourée de 37 maisons. C'est en 1969 que la place devint un parking, perdant ainsi son aspect ancestral. Près de cette place se trouve la rue Albert de la Fosse qui en fait existe depuis la destruction d'une maison en 1918. Elle fut d'abord nommée la rue sans nom et la rue du Chou. Pourquoi la rue du Chou ? Eh bien parce qu'à son angle vivait un monsieur Trognon et que c'était la rue du Chou car le Trognon était au bout. Il reste dans cette rue les vestiges du portail de l'auberge des Trois Maillets qui s'y trouvait jadis. De même que pour la rue Albert de la Fosse, la rue Gaston d'Orléans n'existait pas et accueillait une petite chapelle dite chapelle Saint-Antoine ou chapelle Saint-Antoine d'Échange,
qui fut construite au XIVe siècle. En 1631, elle était à l'abandon et le 21 avril 1648, elle fut vendue aux pères capucins pour faire un chemin et un passage qui leur permettaient d'aller de leur église au centre-bourg. Parallèlement, les pères capucins obtinrent l'autorisation de percer une porte dans le mur d'enceinte de la ville. Le percement de cette porte et la démolition de la chapelle créèrent donc cette rue Gaston d'Orléans. Dans la rue nationale, qui se nommait autrefois la Grande Rue, se trouvaient en lieu et place de la Fontaine, à l'angle de la rue Jeanne d'Arc, les halles. Cette halle, utilisée par les bouchers, fut démontée le 18 février 1889. À cet endroit de la rue nationale, plusieurs maisons possèdent de très belles caves voûtées. La rue Jean-Jacques Rousseau, qui s'appelait Chemin de Dunkerque, était elle aussi occupée jadis par une maison appelée La Bouteille, et qui fut détruite aux environs de 1887. En fait, autrefois, tout le côté droit de la rue nationale à partir de la Fontaine et en montant place de la République était entièrement occupé par des maisons. De l'autre côté de ces maisons, derrière leur jardin, se trouvait une des enceintes de la ville. À partir de la rue Jean-Jacques Rousseau et en descendant place Michel Dupuy, la Grande Rue devenait rue des Couteliers. Pourquoi ? Eh bien, Robert Barrier pensait que, comme la rue Jeanne d'Arc se nommait la rue des Bouchers, il est logique que les couteliers soient leurs voisins. Et ça se tient. Cette rue conduisait jusqu'en 1814 à la porte du Pan. Dans cette rue des Couteliers, les anciennes maisons numéro 23 et 25 étaient la propriété de M. Moret. La ville en fit l'acquisition en 1773 pour y établir la maréchaussée et un lieu de réunion pour les assemblées de la ville qui n'avait plus d'hôtel de ville depuis 1396. Les réunions, après s'être déroulées en plein air, se sont tenues dans le donjon du château. Robert Barrier ajoute dans son livre que l'ancien hôtel de ville n'a pas été détruit par des bombardements en 1914, mais simplement détruit par la ville en 1935 pour laisser la place à la nouvelle salle des fêtes. On peut heureusement voir la porte et le balcon de cet ancien hôtel de ville qui ont été scellés dans le mur de la maison de droite quand on regarde la salle des fêtes. Le nouvel hôtel de ville fut établi à sa place actuelle dans une ancienne propriété privée construite en 1892 par l'architecte Albert Delafosse qui fut acquise par la commune et inaugurée en 1934. Dans la rue Jeanne d'Arc, anciennement la rue des Bouchers, se trouvait la porte aux Ointiers que je mentionnais plus tôt. Elle devait se trouver, toujours selon Robert Barrier, au niveau du numéro 23 et de cette belle demeure qui date au moins du début du XVIe. Je m'y attarde un peu car sa façade, qui elle date du XIXe, est vraiment somptueuse. Dans le Vieux Crépi, la rue de la Souris est nommée ainsi en hommage à une dame qui s'appelait Dame Souris et qui avait offert ce puits aux habitants de la rue. Non loin de la place Gambetta, en descendant la rue de la Vallée, on arrive à l'une des portes de la ville encore en place. Dans la rue Golan existait une poterne ancienne que M. Bezin, en 1759, fit raser car elle était en ruine et d'aucune utilité. Il fit reconstruire à sa place ce majestueux monument que l'on appelle maintenant Porte Sainte-Agathe. Le début du XVIIIe amena de fortes transformations dans la ville. En 1704, M. Charpentier, maire de Crépy, fit planter une promenade entre l'ancienne muraille et le couvent du jardin des Capucins. C'est aujourd'hui le cours d'Amainville. En 1716, l'auteur du Mémoire sur le Valois, Louis-Jacques Minet, conseiller du roi et maire, fit aplanir le terrain sur lequel est situé encore aujourd'hui le cours Minet. En 1759, le sieur Bezin, subdélégué, fit combler les fossés pour y installer le jeu du battoir. C'est aujourd'hui le jeu de paume. Quittons le vieux Crépy pour le reste de la ville. Au sud de Crépy-en-Valois, on peut encore admirer les portes de Paris, dont la construction a eu lieu entre 1788 et 1792 et ne furent pas achevées en raison de la Révolution. Si les Crépinois continuent de l'appeler les portes de Paris, c'est qu'avant 1914, elles comprenaient 3 entrées, la principale et 2 petites de chaque côté avec un mur et 2 piliers qui rejoignaient les maisons. Ces annexes furent détruites peu avant 1914, donc de nos jours, il est plus judicieux de dire la porte de Paris. Mais après, c'est vous qui voyez. La porte de Paris donc a été classée au monument historique en 1951. N'oublions pas non plus la porte Saint-Lazare qui se trouvait au niveau de l'entrée du supermarché rue Saint-Lazare. Elle fut construite entre 1757 et 1758. Un pilier fut détruit par un char américain en 1944 et le pilier restant fut enlevé en 1980. Je trouve fort dommage que ce pilier n'ait pas été transposé ailleurs de façon à garder une trace de ce monument. Certaines rues de Crépy portent le nom de personnes probablement inconnues des jeunes générations et même de ma génération, mais qui méritent que l'on en parle un peu.
Ainsi, la rue Jean-Turquin, à l'ouest de la ville, fut nommée ainsi en l'honneur d'un jeune garçon de Crépy qui fut tué par une bombe le 20 mai 1940, le jour de son 20e anniversaire. Ou encore la rue Bernard Play, artisan plombier, qui fut fait prisonnier en 1940 et n'osant pas revenir à Crépy resta sur Lyon, où il fut de nouveau arrêté et envoyé dans un camp de concentration d'où il ne revint jamais. La rue Marie-Rothsen est en honneur d'un homme qui fut abattu en sortant d'un abri, avenue de Senlis, après un bombardement. Étant un homme de couleur, les Allemands, croyant avoir affaire à un parachutiste de l'armée américaine, le tuèrent à la mitrailleuse. La rue Henri Laroche est en mémoire d'un homme aussi originaire de Crépy qui fut lui aussi une victime de la guerre. Il fut condamné à 1 an de prison à Amiens pour insulte à un homme qui travaillait au dépôt de paille de l'armée allemande à Crépy. Il fut malheureusement fusillé le 30 avril 1942, ainsi que plusieurs autres otages, en représailles du déraillement d'un train allemand près de Caen le 16 avril 1942. La rue Gilbert Desnoyelles est, elle, dédiée à un habitant de Crépy porté disparu durant la Seconde Guerre mondiale. L'avenue Paul Pochet, que je viens de découvrir, est en l'honneur de ce chef de district de la SNCF, responsable de la résistance à Crépy. Il fut arrêté le 7 décembre 1943, déporté en 1944 pour Buchenwald et décéda le 12 août 1945 en déportation. Sur le monument aux morts, il est prénommé Francis. Ces noms de rues qui font hommage aux victimes de guerre nous mènent tout naturellement aux 2 monuments aux morts de Crépy. Le premier, place Gambetta, est en l'honneur des soldats tombés durant la guerre franco-allemande de 1870. Le deuxième est celui dont je parlais plus tôt, créé par le sculpteur Albert Bartholomé et est en l'honneur des soldats de la Première et Seconde Guerre mondiale et se trouve sur un mur de la collégiale Saint-Thomas. Je ne connais que 2 calvaires à Crépy, un se trouve à l'intersection de la rue Golan et de la rue des Fossés, et un autre à droite avant le tunnel de la SNCF en allant vers le centre-ville. Mais il y en avait sûrement d'autres qui ont malheureusement disparu. À Bouillan, on en trouve un en bois dans la rue de l'église et un autre calvaire se trouve près de la grande ferme d'Azemont. Après ces anecdotes, voyons les infrastructures. La ville de Crépy-en-Valois compte environ une centaine de commerces et 250 entreprises. On peut y trouver tous les commerces nécessaires, restaurants, pharmacies, boulangeries, banques, agences immobilières, etc. Pour la restauration, une vingtaine de restaurants, une dizaine d'établissements de restauration rapide, un salon de thé, une dizaine de cafés et 5 traiteurs sont présents dans la ville. On y trouve en plus 5 supermarchés, 3 épiceries et un magasin de drive. On trouve aussi 2 jardineries, un magasin de bricolage et tout ce qu'il faut pour l'entretien de votre auto. Il y a aussi 2 hôtels, 4 gîtes et la cabane au loup dont je vous mets le lien en description. Pour la santé, Crépy est assuré par une maison médicale implantée route de Senlis depuis 1973 et d'une autre bientôt ouverte face à la gendarmerie. 2 laboratoires d'analyse, un centre d'imagerie médicale et 5 pharmacies viennent compléter les services médicaux. A noter aussi l'hôpital Saint-Lazare, spécialisé dans les soins de réadaptation et de longue durée pour les personnes âgées. C'était en fait à l'origine une maternité de 1965 à 1984 et se trouvait face à l'hospice Saint-Michel fermé en 1991 et détruit peu de temps après pour laisser place à la résidence pour personnes âgées des Hortensias. Résidences qui, avec celle des Lilas, sont les 2 résidences pour personnes âgées de la ville. Crépy comprend aussi 2 maisons de retraite, 2 centres pour les personnes handicapées et l'école de Crolly pour les enfants autistes et handicapés. Je n'oublie pas les 2 cabinets de vétérinaires pour nos amis les animaux. Pour l'enseignement, Crépy dispose d'un lycée professionnel, de 2 collèges, de 4 écoles élémentaires et maternelles avec l'école Charles Péguy, l'école Jean Cocteau, l'école André Malraux et l'école Gaston Ramon, ainsi que l'école maternelle Jacques Prévert et l'école élémentaire Jean Vassal. L'école Sainte-Marie est une école maternelle et élémentaire privée. La commune dispose d'une médiathèque, d'un centre culturel MJC, d'un cinéma récent de 4 salles, d'une bibliothèque historique et le musée de l'Archerie et du Valois, bien sûr. Il y a aussi plusieurs lieux d'enseignement artistique qui vont devenir un conservatoire de musique et de danse à rayonnement intercommunal. L'office de tourisme est là bien sûr pour vous accueillir et vous informer des festivités et de la découverte du Valois. Office du tourisme qui fut ouvert à Crépy en 1933 et qui se trouvait à ses débuts à côté de la gare. Dans le bâtiment appelé la Passerelle se trouvent entre autres la CCPV, la mission locale, l'éveil cantonal et le centre des finances publiques.
Pour ce qui est du sport, Crépy est souvent cité comme étant l'une des places fortes françaises du tir à l'arc et qualifiée parfois de cité de l'archerie. D'ailleurs, Crépy a accueilli le bouquet provincial à plusieurs reprises. 1899, 1925, 1938, 1949, 1965, 1976 et 1993. Mais il n'y a pas que le tir à l'arc. Crépy compte beaucoup d'associations sportives ainsi que beaucoup d'infrastructures comme le complexe sportif Patrice Cauvin qui accueille le stade de foot municipal, le stade de rugby, les terrains de tennis, athlétisme et de VTT. La pétanque se pratique sur le cours Minet et un terrain de boules lyonnaise se trouve sur le cours du Maréchal Foch. Il y a aussi 2 city-stades et une aire de skateboard. Crépy compte aussi plusieurs salles de sport et depuis 2010, le centre aquatique avenue des Érables a remplacé l'ancienne piscine de Jérém. La ville de Crépy-en-Valois a été labellisée Terre de Jeux 2024 et a été retenue comme centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour le judo, taekwondo et la boxe. On trouve aussi quelques aires de jeux pour jeunes enfants et beaucoup d'espaces verts et de places fleuries qui fait que Crépy est distingué 3 fleurs aux villes et villages fleuris. Sans oublier le parc Sainte-Agathe, lieu de grands rendez-vous de Crépy tels que les Feux de la Saint-Jean, les Floralises et Terroirs ou encore les Cochons de Crépy. Il y a aussi le parc de Jérém pour quelques promenades dans un havre de paix qui accueille dans un enclos des daims, des chèvres, des cochons chinois. Mais aussi bien d'autres petits animaux et oiseaux que vous croiserez peut-être lors d'une balade en famille ou seul dans cet écrin de verdure ouvert en 1974. Ce parc a été consacré refuge pour la biodiversité par la Ligue pour la protection des oiseaux. Cette année, une nouvelle animation a eu lieu, la fête du parc de Jérém, qui rassemblait des ateliers, des conférences, des expos photos et bien d'autres animations. Comme nouvelle animation à Crépy, la course de caisse à savon a eu lieu il y a quelques semaines et a attiré beaucoup de monde et verra une 2e édition l'année prochaine. La zone industrielle de Crépy comprend 3 zones et depuis peu, sur la départementale 25, a été créée une zone commerciale encore en expansion aujourd'hui. Depuis 2011, Crépy a mis en place un service de bus gratuit desservant toute la ville sous le nom de Cyprès. Il y a, boulevard Victor Hugo, les bâtiments de la Croix-Rouge et de l'épicerie sociale où les bénévoles sont toujours les bienvenus. Pour la sécurité et la sûreté, Crépy bénéficie d'une gendarmerie qui a déménagé récemment, qui se trouvait avenue Pasteur et encore avant rue Saint-Lazare. Un poste de police municipale et une caserne de pompiers bénéficient eux aussi de nouveaux locaux depuis 2017 pour les premiers et 2016 pour les seconds. Je termine par RVM, Radio Valois-Mulsien, une radio locale située place Jean-Philippe Rameau et qui est une station de radio associative qui diffuse ses programmes vers le sud-est du département de l'Oise et plus particulièrement vers le Valois et le Mulsien, comme l'indique son nom. Créée en 1984, sa première émission sera diffusée le 19 mai 1985 à partir du site de Bay. C'est en 1999 que les studios et bureaux déménageront à Crépy-en-Valois. Voilà, c'est ici que se termine la découverte de Crépy-en-Valois. Bien sûr, je n'ai pas pu parler de tout ce qui fait de Crépy une petite ville agréable et attirante, ni de tout ce que l'on peut y trouver. Et je m'excuse si je n'ai pas mentionné certains établissements et associations, mais à travers ces vidéos, j'ai voulu vous faire découvrir la ville de Crépy-en-Valois dans son ensemble et dans son histoire. Maintenant, c'est à vous de venir dans cette petite ville, de sortir dans ses rues, de découvrir le vieux Crépy et son musée. C'est à vous de regarder les façades qui racontent l'histoire de la ville et de remonter le temps en lisant les panneaux explicatifs. C'est à vous de venir admirer l'église Saint-Denis, l'église Saint-Martin de Bouillan, la collégiale Saint-Thomas et l'abbaye Saint-Arnoux. C'est à vous de vous balader à l'ombre des remparts en repensant aux contes de Valois qui ont forgé l'histoire de Crépy. C'est à vous de flâner dans les rues du centre-ville pour profiter de l'animation et des nombreux commerces. C'est à vous enfin de partager ma vidéo pour qu'à votre tour vous puissiez faire découvrir cette passionnante petite ville. Crépy a tant à offrir qu'il serait dommage de ne pas en profiter. Que vous soyez crépinois, crépinoise, du Valois ou d'ailleurs, venez découvrir plus en détail la richesse historique de cette ville qui a vu passer des comtes, des rois, des ecclésiastiques, des soldats et une pucelle, mais aussi de simples marchands, des cochons, des ouvriers, des commerçants, médecins, touristes et simples villageois, et qui n'attend que vous pour se révéler dans toute sa splendeur. Car oui, pour moi Crépy est une petite ville magnifique et qui vaut d'être mieux connue. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette découverte plus longue que d'habitude et j'attends vos retours dans les commentaires pour avoir votre avis.
Vaut-il mieux plusieurs petites vidéos pour une grande ville ou une seule mais assez longue? J'attends vos commentaires avec impatience ainsi que vos pouces en l'air et n'hésitez pas à partager cette vidéo le plus possible pour faire connaître Crépy-en-Valois autour de vous. Pardonnez-moi si j'ai commis des erreurs et surtout j'espère avoir été à la hauteur de ce projet qui me tenait à cœur. A bientôt. Au revoir Crépy-en-Valois.